Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de Canary Play saison 2014-2015. Avec nous aujourd'hui deux invités, Fabrice Pancrate, bonjour, ancien joueur du FC Nantes, Malik Tayeb de Sun FM, bonjour, également connu sous son nom de Twittos Ibanero. Bonjour Marion. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va revenir, on a un programme bien chargé aujourd'hui, on va revenir bien évidemment sur le match de samedi face à Lens, on va parler des mésaventures de plusieurs supporters qui se sont retrouvés en garde à vue, des supporters de Nantes. Et puis on fera évidemment le bilan de cette saison. On parlera recrutement. Et puis, bien évidemment, nous parlerons de la montée du SCO d'Angers, notre deuxième club de la région Pays de la Loire en Ligue 1. Alors on va commencer avec ce tweet de FCN Coco. 15 points sur la phase retour. Comment dire, une sacrée blague. C'est-à-dire que samedi soir, les Nantais à Amiens ont perdu 1-0 face à Lens. Messieurs, vous avez vu ce match. Est-ce qu'on peut dire, somme toute, ennuyeux ? Ennuyeux et à l'image de la saison. C'est Michel Zerzakarian qui le disait en après-match, que ça reflétait vraiment ce qu'a fait le FC Nantes dans la deuxième partie de saison, c'est-à-dire cette fébrilité offensive, cette stérilité. Donc c'était assez ennuyeux, malgré une possession de balle importante, pas mal de choses, pas mal d'occasions. On n'a pas vu un grand match, loin de là, c'était assez pauvre. Fabrice, toi aussi, tu as l'impression que ça reflète un peu la saison du FC Nantes ? Ben oui, tout simplement parce que pas la saison entière, mais la deuxième partie. Parce que la première partie de saison était, je dirais, très bien, voire extraordinaire. Mais la deuxième partie de saison, c'est vrai, est à l'image de ce que l'équipe a pu fournir, c'est-à-dire pas assez d'occasions, pas assez d'opportunités pour marquer, ou quand ils avaient, ça ne mettait pas au fond. Et puis aussi, il faut tenir en compte que le maintien acquis depuis un certain temps, et puis la fin. Ce que j'allais dire, c'était un match sans enjeu. Lens, Lanterne Rouge était relégable depuis longtemps. Voilà. Nantes est maintenu. Comment, quand on est joueur, justement, on aborde ce dernier match, un match comme ça, on arrive à trouver la motivation encore ? Franchement, la motivation, oui et non. Oui, parce qu'on joue au football, et puis en tant que compétiteur, on se doit d'essayer d'être le meilleur résultat possible. Et non, parce que dans la tête de tous les joueurs, voilà, quand le match est acquis, on pense en vacances. Et je vous rassure qu'il n'y avait pas que le match de Nantes contre Lens qui était pauvre, on va dire. Hein. Ouais. Tous les clubs qui n'avaient pas de gros enjeux, ça ne bougeait pas plus que ça. Alors Nantes a perdu 1-0. Je vous propose de revoir le but qui est intervenu très rapidement dès la 4e, 5e minute. Centre en retrait de Madiani. Le ballon est repris par Chavaria et Rioux ne peut rien faire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un but un peu idiot comme ça à la 4e, 5e minute ? C'est un but d'inattention ? Ouais, les Nantais ne sont pas rentrés dans la partie sur les 4-5 premières minutes. Et là, le but, c'est... On voit le débordement. Olivier Végnot, il est à 2-3 mètres. Et derrière, personne n'est au duel, personne n'est au contact. Et le but, c'est un but d'école. Ils font ce qu'ils veulent et derrière, ils marquent. Et après, plus grand-chose. Mais ouais, les Nantais ne sont pas rentrés dans le match. Et après, ils ont essayé de revenir. Mais c'est dommage d'avoir raté la sortie, même si effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, voire quasiment pas. Il y en avait un, c'était de ne pas finir pire attaque de... Oui. Ouais, il y avait aussi la pire attaque de l'histoire du FC Nantes avec la saison 2006-2007. Donc là, ils sont à égalité. Et puis, c'est la pire attaque de Ligue 1 cette année. Donc, oui, ça, on plus mauvaise attaque, on va dire. Mais bon, ça ne fait pas beaucoup. C'est dommage, ce challenge n'a pas été relevé. Ouais, et puis les supporters sont déçus. Gérald de The West nous dit perdre contre la Lanterne Rouge pour conclure le championnat. Il était temps de partir en vacances, messieurs. C'est un peu ce qu'on peut se dire. C'est qu'il y a aussi de la fatigue, j'imagine, à la 38e journée. Oui, il y a de la fatigue. Et puis, comme il a très bien résumé, votre Twittos, là, je veux dire, c'est une belle conclusion. C'est-à-dire qu'il était temps de partir en vacances parce que la saison a été quand même assez longue, a été assez éprouvante aussi psychologiquement sur la deuxième partie de saison. Parce qu'on se souvient que si les Nantais ne gagnent pas contre Marseille, et ils étaient en grand danger, ils l'ont fait après 3 mois où ils n'ont pas fait une seule victoire. Donc oui, effectivement, dans la tête, ça pesait et puis il était temps que ça finisse. Après, Malik, tu l'as dit, c'est quand même décevant parce qu'au niveau possession de ballon, les Nantais ont largement possédé la balle, plus de 65% de possession de ballon. Je vous propose de regarder un petit peu toutes les occasions ratées parce qu'il y en a eu. Il y a eu 15 tirs nantais, 5 pour Lens. Donc quand même, on se dit quelques regrets. Il y a dès le premier quart d'heure de jeu, il y a cette frappe lointaine de Gakpé. Après, juste avant la mi-temps, il y a une belle frappe aussi de Bamou après une erreur de la défense lensoise. Que l'on va voir, ouais. Un très bel arrêt de Samuel Atrousse, oui, de l'épaule. Oui, le gardien aussi a fait un très beau match.
Ça, c'est une Voilà, des ça meilleures c'est occasions. la belle frappe aussi de Bamou. Et il y a eu pas mal d'initiatives, mais c'est vrai que l'équipe était coupée en deux Et puis souvent. il y a Johan Odell aussi qui va louper le coche. Ah, ça, c'est la meilleure occasion. Il se retourne bien, c'est vraiment un super travail de Ouais. Johan Odell. Et il s'en voulait à la fin du match, il le disait, qu'il doit marquer. Et là, il fait, franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment top. C'est dommage, il a le corps un peu en arrière et il envoie la balle au-dessus. Mais ça, c'est vraiment la plus belle occasion du match. Il y a un penalty non sifflé aussi pour l'FC Nantes qui est flagrant, il me semble, en première mi-temps. Alors on va juste voir la dernière action de Verretou. Voilà, on termine sur ces occasions ratées. Quel penalty non sifflé En première mi-temps, il y a un penalty non sifflé sur je ne sais plus quel joueur. Il y a 2-3 Nantais qui réclament un penalty, et à juste titre, parce que à vitesse réelle, alors au ralenti, on se dit il n'y a peut-être pas, mais c'est vrai que c'est à vitesse réelle. Moi, le premier, je pensais qu'il y aurait penalty. Bon, après, l'arbitre n'a pas été spécialement mauvais. Hein, c'est pas sur ça que ça se joue. Après, les occasions, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, parce que le FC Nantes, en soi, collectivement, c'était par petites séquences. C'était pas un grand FC Nantes. On peut voir 15 occasions. On peut penser que le FC Nantes a dominé outrageusement. Mais c'est des petites séquencettes, des petites frappes. C'était vraiment pas un grand match. On va écouter justement la réaction de Johan Odell. On disait qu'il a eu plusieurs occasions. Occasions ratées, il s'en voulait également, le joueur. On l'écoute tout de suite. Sur une erreur d'inattention, on prend un but et après voilà, on court après le score. Malheureusement, ça ne voulait pas rentrer ce soir. Pourtant, on a essayé. C'était, je pense, une attaque-défense. Ils ne nous ont pas trop posé de soucis. Voilà, après, on peut me faire dans l'utilisation du ballon. Mais bon, il y avait des jeunes ce soir. Voilà, ils ont fait de leur mieux, c'est bien. Mais bon, malheureusement, on perd contre une équipe qui est au fin fond du classement. Et voilà, ce soir, on se devait de faire le travail et mieux, de l'emporter tout simplement. Alors justement, quand on écoute Johan Odell, il parle des jeunes. FCN 95 Odell dit qu'il y avait beaucoup de jeunes et que ça explique un peu cela. Mes garçons, ils ont été meilleurs que toi. Effectivement, il y avait la première titularisation de Léo Dubois. Vous en avez pensé quoi de sa prestation pour cette première titularisation ? Il a joué 80 minutes à peu près de mémoire et j'ai trouvé vraiment très intéressant sur son côté droit. Il a bien pris l'aile. C'est le système de jeu aussi qui permettait ça, mais en tout cas offensivement il a vraiment apporté. Après défensivement il n'a pas eu vraiment de travail, il y avait très peu d'opposition. J'ai trouvé très intéressant pour la saison prochaine. C'est pas la même explosivité que Issa Sissoko, mais c'est un joueur intéressant. On me rappelle un peu Nicolas Savino. C'est un défenseur solide ? Non, il est assez, solide, je peux pas dire, parce qu'il a vraiment eu très peu de travail défensivement. Mais en tout cas, je pense qu'il a de l'avenir sur le côté droit, c'est vraiment intéressant. La décharge de Johan, je dirais que dans son interview, il n'explique pas que c'est à cause des jeunes que le résultat est arrivé. Pour répondre aux tutos, il explique tout simplement qu'il y a beaucoup de jeunes. Et peut-être en vue de préparer la saison prochaine, c'était peut-être un match test. Donc, ce n'est pas une prestation sur laquelle on pouvait s'attarder par rapport à la défaite, tout simplement. Et non pas à cause des jeunes qu'ils ont perdus. Ça, c'était pour rattraper le coup. Et je dirais, oui, Léo, c'est un bon joueur, avec des qualités différentes de celles d'Issa, comme on l'a bien expliqué. Il est moins virevoltant, moins puissant, certes. Mais techniquement, il est bon. Il a une bonne lecture du jeu. Il a des bonnes qualités à faire valoir. Maintenant, on en saura plus l'année prochaine parce que là, c'était un match dans un contexte particulier, pas trop d'enjeux, donc moins de pression. La saison prochaine, ce sera tout autre chose parce que Nantes entamera sa 3e saison de Ligue 1. Donc, Nantes ne pourra plus se cacher, il n'y aura plus de petits poussés ou quoi que ce soit. Donc, il y aura d'autres objectifs à atteindre, un autre rôle à jouer aussi. Et dans un contexte, je dirais, avec un peu plus de pression, peut-être que ce sera à ce moment-là qu'on pourra vraiment les juger, les jeunes. Parce qu'on parle de Léo Dubois, mais il y avait aussi Valentin Rongier. Est-ce que la saison prochaine, lui, pourrait s'imposer et devenir un titulaire, entre guillemets, indiscutable au FC Nantes ? Tous les joueurs aspirent à s'imposer. Maintenant, c'est le contexte aussi des matchs qui va faire que l'un ou l'autre va prendre la place de l'un ou l'autre. Et c'est tout. Je veux dire, en tout cas, il en a les qualités, mais il y a du monde. Hein. Je pense déjà à ceux qui sont en place, même si on sait qu'Yann va partir. Sinon, il faut penser au retour de Amine, au retour de Birama, même si le club, je pense, va essayer de les reprêter dans un autre club ou je ne sais quoi, mais quoi qu'il en soit, ils sont encore là, Nantais, et ça fait beaucoup de monde au milieu, donc il y aura beaucoup de concurrence.
On va revenir aussi sur une actualité, alors là, c'est pas sportif, mais plutôt côté supporter. Samedi soir, il y a des supporters nantais qui ont eu une sacrée mésaventure. 16 supporters nantais se sont retrouvés en garde à vue parce que pour éviter tout incident, la préfecture de Picardie avait interdit aux supporters du FC Nantes de revêtir leurs couleurs aux abords du stade d'Amiens. 16 d'entre eux n'ont apparemment pas respecté cet arrêté et se sont retrouvés en garde à vue. Ils y ont passé toute la nuit, ils sont sortis dimanche. Ça a déclenché de très nombreuses réactions. Par exemple, Alex Nantes nous dit à qui j'envoie la facture de frais de place, d'essence et péage fait pour le match du FC Nantes auquel je n'ai pas pu assister. Ou alors on a encore Lance Fans qui dit allez en garde à vue parce que tu portes le maillot de ton équipe de foot favorite, la France, pays des droits de l'homme, point d'interrogation. Et puis il y a Émeric Provost qui dit aussi je soutiens à fond tous les supporters nantais mis en garde à vue ce week-end. En 2015, on peut être arrêté parce qu'on supporte un club. C'est un peu un comble, non, quand même? Ouais, là, ça devient un peu n'importe quoi parce que la plupart des gens qui sont allés au match, c'était pas de la provocation, c'est souvent des gens qui ont acheté leur place bien avant les arrêtés préfectoraux. Ça fait 2-3 mois maintenant qu'à chaque match, on décide que on ne peut pas déplacer les supporters parce que soi-disant il y a des risques, alors que là c'est pas des hooligans. Hein. Déjà les ultras c'est pas des hooligans. Et là, c'est des gens qui viennent en famille, juste qui ont une écharpe et qui ont une plaque d'immatriculation 44, qui se retrouvent en garde à vue pendant 16 heures. Est-ce qu'ils étaient au courant de cet arrêté ? Certains étaient au courant, mais ils pensaient, bon, au pire, on ne rentrera pas, ils vont... Voilà. Mais ils pensaient... personne n'imaginait qu'ils passeraient 16 heures en garde à vue. Il y a des mineurs qui sont allés en garde à vue. Il y en a 2, il me semble. Enfin, c'est pas normal. On est à 1 an de l'Euro 2016. C'est pas comme ça qu'on va se préparer à recevoir des supporters d'Europe et c'est pas... Oui, voilà. Le problème, c'est que c'est Nantes et on en parle très peu. C'est-à-dire qu'on en parlait dans la presse régionale, sur Twitter, mais il y a très très peu de retours national là-dessus. Ça serait Marseille, Saint-Étienne, on en ferait la une. On en ferait déjà, oui. Voilà. Donc je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé et je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment tendu l'ambiance Lens-Nantes Non, moi je dirais tout simplement ça relève du ridicule, tout simplement, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui tu fais la garde à vue parce que tu as une écharpe, mais on va où là? On va où? Alors on aurait pu très bien, même s'ils étaient au courant de l'arrêté préfectoral ou pas, on aurait pu très bien leur dire non, on vous interdit l'accès au stade et rentrez chez vous, c'est tout. Mais on fait de la déjà garde dommageable. à vue. Pourquoi la garde à vue? La garde à vue, on va où? C'est n'importe. Ça relève aussi de la bêtise des gens, tout simplement, de l'être humain. Et à un moment donné, faut être plus intelligent que ça. Je veux dire, sans viser qui que ce soit, mais j'ai ma petite idée derrière la tête. Je veux dire, les personnes qui sont présentes, non, vous n'avez pas le droit, il y a l'arrêté préfectoral, je suis désolé, vous étiez au courant ou pas, rentrez chez vous, nous, on n'a pas le choix, on obéit aux ordres, ok. Stop, ça s'arrête là. Ça serait très bien passé, tout simplement. De la garde à vue, on met en garde à vue des vendeurs de drogue, j'en sais rien, moi, des casseurs, des contrôleurs. Surtout qu'il y a des suites là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, s'ils ont une bricole pendant 3 mois, ils vont aux tribunaux. Donc il y a une suite à ça. Donc c'est vraiment, je me mets à leur place. Ça devait être un choc de se retrouver en garde à vue pour des jeunes, parce que c'est des jeunes la plupart des gens, et c'est juste des gens qui viennent voir un match de foot. C'est pas des meurtriers. C'est sûr. Je me permets de sourire parce qu'on a un tweet de Eddy Petit-Déj et Didès. Fabrice, depuis ta course folle face à Châteauroux, je suis amoureux de toi. À quand ton intégration dans le staff? Un fan. Fabrice Pancrate. Merci déjà, c'est vrai, à 2 ans déjà. Il faisait froid ce jour-là. Rappelle-nous un petit peu le contexte de cette course folle de Châteauroux. C'était côté droit. Ouais, c'était Fort Giorgio, c'était sur Das Neves, c'est ça, si je me trompe pas. Das Neves ou Neves. Das Neves, un ancien joueur de Nantes, je crois aussi. Tu lui mets la misère. Neves, voilà, je m'en souviens, bien sûr, parce qu'on avait fait un petit montage vidéo l'année dernière. Il m'avait chambré, les gars, avec celle de Gareth Bale, en Coupe du Roi. Non, c'était en Coupe du Roi, finale. Contre le Barça. Il avait débordé sur le côté, après il a mis le but. Non, je m'en souviens, et puis maintenant, quand le staff, je sais pas. Je sais pas, parce que je me suis pas vraiment posé la question, mais ça peut être une solution, pourquoi pas, une piste à explorer en plus. On va surtout aussi parler du bilan quand même du FC Nantes, 38e journée de championnat, c'est la fin. Et on va regarder le classement. On retrouve Nantes à la 14e place avec 45 points. C'est 1 point de moins que l'année dernière, c'est moins bien, il faut le dire.
Est-ce que pour vous, Nantes est à sa place? Oui et non. Le FC Nantes est à sa place au vu de la deuxième partie du championnat, parce que le FC Nantes fait partie des 3 plus mauvaises équipes dans la deuxième partie de saison. Avec la plus mauvaise attaque. C'est ce que j'allais dire. Avec la plus mauvaise attaque du championnat. Donc, quand effectivement le FC Nantes a 30 points à la trêve, on peut imaginer qu'il y ait pas le double, parce que c'est compliqué, mais moi je les voyais bien entre la 11e et la 8e place, un peu comme l'an dernier, parce que l'année dernière, normalement, le FC Nantes doit finir 8e. C'est le match contre Bastia, avec le joueur qui ne doit pas jouer. Donc le FC Nantes est à sa place, mais c'est la pire place, c'est-à-dire que 14e, ils n'ont jamais été au-delà de ils n'ont jamais été 14e de la saison, et puis finalement, au photo finish, ils sont 14e. Bon, après, c'est à l'image de la deuxième partie de saison. Nos tweetos sont quand même un peu déçus. Nantes 14e de Ligue 1 après avoir fini 7e des matchs allés. 15 points pris seulement au retour. Bof, bof, bof. Saison à oublier. Après, on a le droit. On a été nul, fin de saison. Et puis, Tom FCN7 dit heureusement qu'il y a eu un bon début de saison. Sinon, on aurait suivi Lens en Ligue 2. Ça fait peur. 14e, c'est la place des Nantais, Fabrice? Non, c'est pas la place des Nantais. Mais ils auraient pu grappiller quoi, 1 ou 2 places de plus. Parce qu'il faut être quand même cohérent et conscient aussi du niveau de la Ligue 1. Si on peut revoir le tableau si on peut revoir le classement, oui. Quand tu regardes les équipes devant, hormis les grosses têtes... ça se tient... Voilà, je vois. Aujourd'hui, après Bordeaux, parce que voilà, il y a Montpellier. Montpellier était plus fort que Nantes. Lille, il n'y a pas photo. Rennes, c'est pareil. Alors, Guingamp, ça va plus se jouer. Valdemar Kita, justement, dit aujourd'hui dans la presse que lui, il aurait bien vu son équipe 8e, 9e, oui. Et devant des équipes comme Rennes. Comme moi, j'avais pronostiqué 7e, parce que je suis optimiste, et parce que voilà, c'est un peu le cœur qui parle aussi. Mais il faut être cohérent. Je veux dire, quand on voit, j'ai dit Guingamp, à la limite, ça peut se jouer. Mais Guingamp a été bien plus régulier que le FC Nantes cette saison, même si Nantes a bien fait une bonne première partie de saison. Et derrière, quand vous regardez... ça joue à pas grand-chose, mais il n'y a pas de secret dans le football. Quand vous voulez chiller 6e, 7e place, il y a aussi les moyens qu'on met. Il faut investir, il n'y a pas de secret. Et quand on n'investit pas... il ne pouvait pas en même temps. Oui, non, mais... Oui, il ne pouvait pas aussi, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, même si tu veux faire mieux qu'année prochaine, l'année prochaine, il faut investir, mais il faut investir aussi sur des joueurs de qualité... qu'on a déjà en plus, qui peuvent bonifier le groupe, mais ça demande une certaine main à la poche, comme on dit, et puis c'est pas la politique du club aujourd'hui. Mais c'est ce que nous dit Jules Boucher, Canary Play, le FC Nantes a plus que jamais besoin de recrutement. Alors justement, on va parler un petit peu de tout ça, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le joueur de cette saison, celui qui a, entre guillemets, explosé, c'est Jordan Verretou? Est-ce que pour vous, c'est le joueur de l'année au FC Nantes? Non. Explosé? Non, pas explosé. Je dirais qu'il a fait une saison bien meilleure que celle de la saison dernière, parce qu'on l'a senti entreprenant, aller de l'avant, être un peu le métronome du jeu nantais, en quelque sorte. Mais de là à dire meilleur joueur explosé, non, je pense pas. Ouais. Mais pas mon choix. Alex Rose nous rappelle, FC Nantes, Jordan Verretou termine meilleur buteur du FCN avec 7 buts et meilleur passeur avec 6 passes décisives. Oui, combien de pénaltys? Combien de pénaltys? Oui. Il a progressé, il a eu le départ de Badel Nicolita lui a permis de tirer les coups francs, il a progressé là-dessus, mais c'est difficile franchement de sortir un joueur cette saison du groupe. C'est vraiment délicat. Moi, j'ai tendance à dire que le meilleur joueur du FC Nantes, c'est le public, c'est la tribune noire. Et après, moi je pense plus, alors certes, c'est 2 joueurs qui ont des défauts, mais pour moi, les 2 meilleurs joueurs, mais c'est vraiment pour moi, c'est Vizcarrondo et Bedoya. Surtout Bedoya sur la fin de saison. Enfin, les 2 meilleurs joueurs, Vincent Bessa et Bedoya sur la fin de saison. D'ailleurs, ils n'étaient pas là contre Lens. C'est peut-être le public, comme tu dis, parce qu'en fait, en 2015, match à l'extérieur, les Nantais n'ont vraiment pas réussi leur match à l'extérieur. La dernière victoire, c'est à Lorient en décembre. En 2015, il n'y a pas de victoire à l'extérieur. C'est difficile d'en sortir un dans le contexte, parce que je dirais que c'était presque plus ou moins au même niveau. Mais s'il y en a un que moi, je sortirais du lot, c'est Rémi Rio. Oui, c'est pas faux. C'est Rémi Rio. Il a fait et pourtant, une grosse défense, il y est pour quelque chose. Il a fait une grosse saison, il a fait des arrêts décisifs. Et encore une fois, je persiste encore qu'après les Mandanda, les Loris, etc., et Ruffier, Benoît Costil et lui sont les prétendants pour une place de 3e en cas de blessure de l'un et l'autre. Alors pour en revenir à Jordan Verretou, en tout cas selon Valdemar Kita, il va rester.
ils auraient même doublé son salaire. Qu'est-ce qu'il en est pour Vincent Bessard? Est-ce qu'on a un peu plus de nouvelles? Partira pas? Visiblement, il a des offres vers la sortie. Il a une offre de contrat de 3 ans à Caen, une offre de Charlton qui a été reliée, alors ça je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'était relié par l'équipe ce week-end. On ne sait pas, hein. C'est vrai que c'est plus long que prévu, parce que normalement la réponse était attendue, on devait avoir la réponse après le match contre Lorient, puis après début de semaine dernière. Bon, on va voir, après, ça commence à durer, donc je suis un peu inquiet. Je pense qu'à mon avis, Vincent Bessard, il va aller ailleurs, c'est dommage. Chacun a la dure aussi, on parle de lui à Caen. Ça peut être une bonne chose pour lui. Fabrice Pancrate le connaît bien, donc il en parlera mieux que moi. Après, ça serait pas mal pour qu'il puisse un peu prendre de l'expérience. Et je pense qu'il a besoin de progresser, et ça passera probablement par Nantes, parce qu'il y a du recrutement. Donc à voir, je sais pas déjà, ce que pour Vincent, je pense que s'il veut le prolonger, il l'aurait déjà fait. Oui, ça serait fait. Je pense que par expérience, après on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Là, vous venez de me dire que Jardin Verretou a doublé son salaire. Donc s'il a doublé son salaire, c'est qu'il y a du budget et que Vincent Bessard peut prétendre aussi à doubler presque le sien, parce qu'il a fait une grosse saison aussi. Et il n'a pas démérité, ça fait 3 saisons qu'il joue au titulaire. Et puis, si j'en crois, la dernière proposition qu'il avait reçue, je crois que c'était 2 ans au même salaire. Un de vos confrères m'avait dit ça. Donc non, je dirais, si c'était le cas, il aurait déjà signé, Vincent. Donc si ce n'est pas fait, c'est qu'on va le voir sous d'autres cieux. Et puis, je ne suis pas surpris en même temps, parce que c'est un joueur qui est intéressant. Et les gauchers se font rares. Donc aujourd'hui, va savoir quelle destination il choisira. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il aura des propositions. Bien plus que les 2 autres. Donc là, on parle de départ, mais on va parler aussi de recrutement, parce que tout le monde espère un fameux buteur, un attaquant. Je vous propose d'écouter un extrait de Valdemar Kita, qui était invité à notre émission La Voix est libre il y a une dizaine de jours. On lui a présenté 2 noms de joueurs. On va écouter tout de suite sa réaction. On va d'abord vous mettre la première photo à l'image, et on va savoir si ce joueur-là vous intéresse. Et vous allez nous dire qui c'est d'abord. Oui, ça nous intéresse. Vous le voyez derrière moi? Oui. Éric Botéac, milieu offensif niçois, ça va se faire? Très bon joueur. Très bon joueur. Ça peut se faire? Je ne sais pas, mais vous savez, le championnat n'est pas fini. Donc, je ne vais pas vous répondre de oui et non pour la raison que vous connaissez bien. Il est sous contrat? Il est sur le contrat. Il faut respecter vis-à-vis, je dirais, du club, vis-à-vis du président, que je m'entends bien en plus avec, et vis-à-vis de tout le monde, le joueur aussi. Le joueur veut venir, en tout cas? Il aimerait venir? Oh, je pense, oui. Ouais. Donc, l'autre image, est-ce que vous le connaissez, ce joueur? C'est un joueur argentin, je crois. Tout à fait. Il joue au Racing Club en Argentine. Il a 25 ans, 21 buts en 32 matchs cette saison, 2 millions d'euros à peu près son transfert. Gustavo Bou. Oui, j'ai entendu parler, oui. Intéressant? Très intéressant. Maintenant, il faut que Michel soit d'accord. Alors, Botéac ou Gustavo Bou, à votre avis? Les deux. Botéac est impossible. Bon, comme ça, c'est clair. Non, il faut dire les choses. C'est bien que le président ait dit oui, il a dit que ça m'intéresse. Mais pourquoi impossible? Le salaire. Parce que ce n'est pas dans la politique du club, encore une fois. Ce n'est pas la politique économique établie par le club. Pour avoir évolué 3 ans sous ce maillot, Botéac, c'est 80 000 euros par mois à Nice. On dit encore ce contrat, donc le transfert serait de l'ordre de combien? Ce n'est pas la politique du club. Aujourd'hui, le club... Même si Valdemar Kita dit qu'il est prêt à mettre de l'argent pour un très bon joueur. Ça, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais un très bon joueur, on parlerait plus d'un attaquant. Voilà. Mettre de l'argent pour un attaquant, un neuf, un buteur. On avait vu les problèmes que l'effectif a connus cette année. Plus mauvaise attaque de seconde partie de saison. De Ligue 1 aussi. Donc Gustavo Bou, 25 buts en 34 matchs. Ouais, mais après... ça aussi, je reste sceptique, c'est l'Argentine. C'est pas le championnat européen. Ils en parlent trop tôt. Souvent, les joueurs qui signent à Nantes, on ne les voit pas arriver. Ou alors, c'est vraiment 2-3 jours avant. Là, c'est des noms. Faut voir, moi, je pense que... Bon, c'est vrai que Botéac, ça serait bien, mais pour les mêmes raisons, je suis assez sceptique, surtout qu'il y a Lille qui est dessus, il y a Rennes aussi qui ont d'autres moyens. Des clubs comme Marseille, tout ça. Et Gustavo Bou, on connaît assez peu, même s'il marque pas mal de buts. La piste, elle est en Amérique du Sud, mais il faut un attaquant, voire 2, peut-être un joueur un peu en prêt. Il faut un milieu aussi comme Éric Botéac, parce que là, c'est vraiment du lourd, ça serait vraiment un super joueur. Il y a des pistes comme Didier Digard aussi, parce qu'il faut des tauliers au milieu de terrain, il faut des cadres, il n'y a pas de cadre. Ouais, je sais, mais c'est des pistes. Les seules pistes avouées, du coup, vraiment véridiques et affirmées, ça serait Mouembé de Brest,
qui remplacerait Vincent Bessa en arrière-gauche. En tout cas, les supporters, ils confirment. Hein, Maxime Bauchy dit on a les jeunes, il faut recruter 1 ou 2 cadres, surtout en attaque, pour les faire progresser. Ouais, il faut aller plus loin. Hein. Mais c'est comme, on revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, ok, tu veux un attaquant de Ligue 1 qui te met 20-30 buts, d'accord, ou 15-20 buts, ça coûte combien? Très cher. Oui, ça... Ou alors, il faut le former. Et ce que le FC Nantes ne fait pas, les derniers attaquants qui sont sortis et qui ont réussi, c'est Pujol et Vairua. Et encore, hein. on n'est pas sur du top player. Qu'on parlait. Grand attaquant qui est sorti du... Ah oui. Non, mais de former. Hein, je parle des joueurs formés qui ont réussi oui. au FC Nantes. Après, les derniers attaquants qui viennent de l'extérieur qui ont réussi au FC Nantes, c'est Viorel Moldovan. Donc, voilà. Hein. Dernière en date, on parlait de Kodja, le celui d'Angers. Il y a des clubs anglais dessus. Il a bourlingué, si je peux dire un peu cela. Il a enfin étendu tout son talent cette saison avec Angers. Il a 26 ans. C'est pareil. Lui, un joueur comme lui-même, il a plus d'intérêt à tenter la Ligue 1 avec Angers pour se montrer. Et s'il vient à Nantes, c'est combien? C'est toujours le même problème. Et bien sûr, on peut prendre sur nous, mais il faut payer. Est-ce que si après le président est capable de payer et d'ouvrir son porte-monnaie, alors oui, je vous dis, ils viendront. Parce que le président, il a à rougir de personne. Et il a les finances pour, le club a les finances pour, pas de problème. Mais si tu restes dans la politique de salaire et de transfert que tu t'es dicté depuis un certain nombre d'années, ça ne rentre pas dans ton budget. Alors tu parlais d'Angers, on va revenir sur Angers, mais juste avant, je voudrais qu'on reparle un petit peu de toi, Fabrice. L'actualité, tu as reçu pour la 2e année consécutive le banc d'or. Je voudrais savoir comment tu prends ce trophée. Voilà. À l'image de mon sourire, je le prends bien. Voilà. Non, c'est que j'étais surpris, parce qu'à la liste des nominés, je m'attendais à le remettre. Et puis, au moment donné, j'ai vu sur le plateau qu'il n'y avait aucun des 4 nommés dans la salle, et puis assis. Et puis, j'ai vu que ça sentait le poisson, comme j'ai dit sur le plateau. Et puis voilà, quoi, comme mon nom était sorti de l'enveloppe, j'ai pris ça comme la première fois. L'autodérision, j'ai pris ça Et non, il n'a pas ramené son banc d'or. Et non, ouais, c'est ce que demandait un tweetos. Son banc d'or. Il y en a 2, il les a pas emmenés. Quoi, Pancrate n'a pas ramené son banc d'or? Non, me dire, mais à culpa, c'est de ma faute, je le reconnais, je ne lui ai pas demandé de le ramener, effectivement. Ce sera la prochaine émission. Voilà, la saison prochaine, tu reviendras avec le banc d'or. On va donc revenir sur quand même le fait marquant aussi du week-end pour notre région Pays de la Loire, c'est qu'on maintenant, désormais, nous aurons 2 équipes en Ligue 1. On va revenir sur la joie des supporters, sur ce qui s'est passé vendredi soir quand le SCO d'Angers, tout simplement gagné contre Nîmes 3-0 et puis donc s'est propulsé en Ligue 1. Regardez. 22h19, le coup de sifflet final de l'arbitre libère les supporters. 21 ans qu'ils attendaient ça, 21 ans qu'ils n'avaient pas goûté à la Ligue 1. Alors forcément, le public a voulu fêter ça avec les joueurs. Il y a une marée de monde. C'est super, tout le monde est content, c'est magnifique. Le SCO attendait ça depuis. Tu peux regarder, 21 ans, on est fiers de l'avoir réussi, on rentre dans l'histoire du club. C'est énorme, maintenant, on va aller chercher un maintien maintenant. Ce soir, il n'y a rien à dire sur le résultat. Il n'y a rien à dire ce soir. On y est, on a beaucoup travaillé pour ça. Voilà, c'est magnifique. Maintenant, on va savourer parce que c'est vraiment beau. Public et joueurs n'ont pas vraiment tremblé hier soir au stade Jean-Bouin. Pour accéder à la Ligue 1, il fallait ne pas perdre. Les Angevins ont gagné et bien gagné. Un but de Ngosso, 2 buts de Clémence. Mission accomplie. Et 1, et 2, et 3, 0 Oh, c'est incroyable, je suis né à Angers. Je vais pas dire que ça fait 23 ans que j'attends ça, mais je sais pas, toi, franchement. C'est beau, c'est énorme, c'est énorme. Je suis très heureux d'avoir pu profiter de ce match de cette manière-là. Voilà, ça restera gravé longtemps dans ma mémoire et voilà, j'espère pouvoir continuer l'aventure avec Laurent Angers maintenant. C'est toi le porte-bonheur? C'est pas moi, c'est Dieu le porte-bonheur. Donc voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut rendre gloire à Dieu. Voilà, merci. Je voulais remercier ma femme, mon fils qui est là avec moi, qui m'ont soutenu depuis le début, même si ce n'était pas facile. Mais bon, aujourd'hui, voilà, on l'a fait, il faut juste savourer. Le dernier match du SCO en Ligue 1, c'était le 21 mai 1994. Le prochain est prévu le 7 août 2015. En attendant, supporters, joueurs et dirigeants ont la tête dans les étoiles.
Effectivement, beaucoup de joie et des supporters heureux. Pierre 49, allez le SCO, il est temps que les Angevins montrent à la France ce qu'est le foot. Ibrahimovic et les autres n'ont qu'à bien se tenir. Ouais, c'est bien, ils sont enthousiastes, ils ont 3 mois pour rêver. Ça va être compliqué surtout que y a... Je sais pas si pour moi Angers c'est pas une équipe de Ligue 1, c'est une bonne équipe de Ligue 2, c'est assez surprenant. Non mais c'est vrai, ils ont besoin de se renforcer. Ça c'est sûr. Mais après, ce qui peut les aider c'est l'enthousiasme. La nouvelle règle maintenant. La nouvelle règle. Il n'y a plus que 2 qui descendent. C'est ça. Donc, oui, et puis ça va être le fameux petit poussé comme Nantes l'a été. Ils peuvent surprendre. Oui, ils peuvent surprendre. Ils peuvent surprendre. C'est vrai que le fait qu'il y ait la 18e place soit pas forcément synonyme de relégation. Ça va être des super matchs pour Angers. Puis c'est en Nantes-Angers, on a connu ça en Ligue 2. Des beaux derbys. En Ligue 1, ça va être encore mieux. Ça va être sympa. Mais on a tous des gens autour de nous qui vont dire l'année prochaine, Nantes, on va vous embêter. Ça a changé du Stade Rennais, c'est bien. Effectivement, l'ennemi ne sera plus Rennes. On suivra ça parce que reprise du championnat le week-end du 8 août. Nous serons là, bien évidemment. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette saison pour nous aussi, Canary Play 2014-2015. Oui, Fabrice. Je vais faire une petite, pas une remarque, mais j'ai un ami qui ouvre un petit, comment ça s'appelle ? Non, qui crée un concept qui est pour tous les joueurs de CFA ou de National, et voire de Ligue 2 aussi, qui consiste à mettre en relation les présidents de clubs, les clubs avec les joueurs de National CFA, les agents aussi, qui ont du mal à trouver des clubs, et puis ça rentre en relation avec les coordonnées échangées. C'est une plateforme où on peut avoir les CV vidéo de certains joueurs, ceux qui sont libres sur le marché, attaquants, défenseurs, milieu de terrain. Il ouvre ce concept-là, ça s'appelle Sportunities. On retrouve sur Internet. On retrouve sur Internet, notamment aussi sur Facebook. Et puis, il y a une collecte à faire, de demander, parce qu'il a besoin de créer son site Internet. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour les joueurs aujourd'hui qui sont un peu moins connus, qui ont besoin de se faire connaître et de rentrer en relation avec des clubs via les présidents et les agents. Et c'est un peu comme le concept via Déo, quand vous laissez votre CV, vous êtes au chômage chez un club, c'est un peu dans le contexte pareil, mais sportif. Voilà. Ok, le message est passé. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation à tous les deux. Merci à vous tous de nous avoir envoyé tous ces tweets durant toute la saison. Merci à l'équipe Internet et à l'équipe technique. On se retrouve au mois d'août. Très bon après-midi à tous.